Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons aborder une œuvre particulière, Murambi, le livre des ossements, publié en 2000 par l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Le titre de l'ouvrage, Murambi, le livre des ossements, ne laisse aucun doute et l'on sait d'ores et déjà qu'il sera question de mort. Alors évidemment, nous, les lecteurs et lectrices européens, ne savons pas forcément que Murambi, c'est une ville rwandaise où il y a effectivement une école technique et où il y a également un mémorial du génocide. Alors moi, Nicolas, j'ai pensé que la construction de l'ouvrage te plairait particulièrement. Il propose dans cet ouvrage donc un récit qui est une fiction. On est à nouveau après Scholastic Mukasanga et Notre-Dame du Nil que nous avions commenté la dernière fois. Encore une fois dans un choix qui va évoquer donc un drame de la fin du XXe siècle, le génocide rwandais, par le biais d'une fiction romanesque. Mais effectivement, cette fiction va trouver une forme originale, à savoir que c'est une forme plutôt fragmentée. On pourrait dire que c'est une sorte de kaléidoscope sur le génocide. Un kaléidoscope qui va marier différents points de vue. On va utiliser la technique assez connue du point de vue narratif, avec cette focalisation interne qui va se déplacer de personnage en personnage, des personnages de victimes, mais aussi des personnages de bourreaux, ce qui aussi me semble être original, d'essayer de faire voir les deux bords, et à chaque fois avec le côté gênant qu'il peut y avoir pour un lecteur de se retrouver dans la tête d'un de ceux qui vont massacrer autrui. Ici massacrer des Tutsis, mais on se retrouve dans la tête de tueurs et dans l'espèce de banalité que cela représente pour eux. Ça a donc un côté très fort, je trouve, pour le lecteur, très gênant. L'autre point de vue, celui de la victime, on va dire, est plus habituel sur le sujet, mais reste toujours très fort, compte tenu de la proximité temporelle que nous avons avec les événements. Et donc, il y a cette particularité-là, mais il y en a une autre qui montre qu'on est ici face à une forme littéraire complexe et bien travaillée, c'est qu'on ne va pas nous raconter ça de manière linéaire du point de vue temporel. C'est-à-dire que on commence évidemment juste au début du génocide, et puis tout à coup, dans un autre chapitre, on va se retrouver après le génocide, 4 ans après, si je me souviens bien, et puis on va revenir avec un autre personnage en plein milieu du génocide, quand il a lieu. Tout cela donc rompt la linéarité temporelle, et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une forme fragmentée à un événement qu'il aurait été peut-être malhonnête de vouloir présenter dans une sorte de linéarité simple et cohérente, comme si c'était un événement vraiment simple à appréhender. Eh bien non, ici la complexité du phénomène, enfin de l'événement, nous est retranscrit à travers une forme qui cherche justement à concrétiser cette complexité à travers cette multiplication des fragments. Et alors moi, j'ai envie de dire, parce que les personnages, comme tu l'as dit, ils entrent en scène, ils font leur apparition dans le récit au fur et à mesure, en alternance, victimes et bourreaux. Et quelque part, ça répond à la question suivante, question qu'on se pose face à tout génocide, c'est, mais enfin, puisqu'ils savaient que ça allait se produire, pourquoi sont-ils restés ? Pourquoi n'ont-ils pas pris la fuite ? Et on se posait la question également, c'est une question qu'on pose par rapport à l'Allemagne, où nous sommes, puisque tout le monde savait, puisqu'ils savaient, pourquoi ne sont-ils pas partis ? Et il y a une phrase que j'ai trouvée assez représentative et qui, en quelques mots, résume l'explication. C'est tout au début, le propriétaire
propriétaire d'une vidéothèque qui dit à sa femme, c'est tout au début à la page 16, il lui dit « Ne t'en fais pas, ces rats, ils savent que le monde entier les observe, ils ne pourront rien faire. » Alors, ils sont bien évidemment les Hutus. Le monde entier les observe, ils ne pourront rien faire. Alors on ne va pas déborder sur une situation actuelle qui est la Russie et l'Ukraine, mais enfin, ils ne pourront rien faire. Et c'est, je trouve, très clair par rapport au... Ça donne en tout cas une explication évidente au fait que tout le monde, tous les Tutsis, n'aient pas pris la fuite. Il y a ça, mais il y a également ce qui explique que Murambi soit le titre de l'ouvrage, c'est que Murambi est donc le théâtre sinistre d'un énorme massacre, et cet énorme massacre a été possible parce que un personnage, sur lequel on reviendra, mais un personnage du roman, a manipulé les gens, leur a fait croire qu'à cet endroit-là, ils seraient à l'abri. Donc les gens sont venus se réunir dans l'école technique justement de Murambi, alors qu'en fait ce n'était qu'une manière de les rassembler pour mieux pouvoir les massacrer. Donc il y avait aussi des stratégies Hutus pour amener les Tutsis à se réfugier dans certains lieux stratégiques. On peut penser aussi aux églises, qui devenaient en quelque sorte ensuite des lieux où il était beaucoup plus commode de les tuer, de les exterminer facilement. Et alors, dans l'apparition des personnages, j'allais dire, sur scène, il y a d'abord ce Michel Serumondo et Séraphine, puis l'auteur donne la parole à un milicien, puis à Jessica, et enfin apparaît Cornelius, qui est un jeune homme, qui est prof, et qui, pendant le génocide, enseignait à Djibouti. Et Cornelius, il revient en 1998 à Kigali, et là, il y a une communication particulière entre Jessica, Stanley et lui-même, Cornelius, pour finalement, j'allais dire, lui avouer que lui-même, Cornelius, n'est autre que le fils de celui qu'on appelait le boucher de Murambi. Oui, là aussi, donc ces personnages vont représenter des implications différentes dans le génocide. Jessica donc représente une résistante, parce que souvent on parle du génocide en évoquant les morts, les victimes, ceux qui se sont fait donc massacrer à coups de machette. On insiste toujours beaucoup sur la barbarie aussi de ce mode d'exécution, mais on entend assez peu souvent parler de la résistance, de ce front patriotique rwandais, le FPR, qui a réagi. Il ne faut pas croire que les Tutsis se sont complètement laissés faire, mais il y a eu des actions de résistance, et qui ont d'ailleurs été victorieuse, puisque le FPR finira par remporter la victoire dans ce conflit. Donc Jessica, c'est celle qui justement ne part pas, mais va s'impliquer activement dans une forme de résistance. On la découvre dans l'un des premiers chapitres sous une fausse identité, se faisant passer pour une femme Hutu, ce qui lui permet de rester à Kigali pendant les massacres pour servir d'agent de liaison avec le FPR. Stanley va également avoir des activités de résistance, alors que Cornelius, c'est un petit peu celui qui a observé tout cela de loin, puisqu'il était déjà parti du pays avant le génocide. C'est celui même qui va s'éloigner en allant au Djibouti, un pays qu'il décrit comme un lieu désert, comme si finalement il voulait tourner le dos à ce que font les hommes. Alors ce qui est ironique, c'est que Cornelius est professeur d'histoire, et c'est finalement lui qui est le plus aveugle sur ce qui s'est déroulé au Rwanda, et il représente un petit peu ceux qui, entre guillemets, ont fui le conflit, ou en tout cas s'en sont détournés, ont quitté le Rwanda certains peut-être pour sauver leur vie, mais lui c'était pas le cas, pour en tout cas ne pas voir ce qui se passait. D'autant plus, Nicolas, que sa mère, son père est d'origine Hutu et sa mère est Tutsi. Oui, et donc là aussi, alors bon, ça c'est encore autre chose, mais je voulais simplement dire qu'il y a effectivement une représentation de tous les victimes, mais des victimes qui ne sont pas simplement des victimes qui se font tuer, c'est aussi des victimes qui réagissent, et donc certains aussi qui quittent le pays, effectivement. Et puis, on parlait des bourreaux, donc le point de vue du milicien, dans la tête duquel nous allons rentrer, et qui lui est complètement
absolument convaincu que ce qu'il fait est juste, qu'il est fondé à massacrer ces cafards. Hein. On retrouve le terme qu'on avait déjà rencontré avec Scholastic Mukasanga, les Inyenzi, ces cafards Tutsis. Donc pour lui, c'est absolument sûr qu'il a le droit de le faire. On évoque aussi les crimes comme le viol qui sont complètement banalisés et sans gravité. Hein. Je crois que d'ailleurs il dit ils sont jeunes, faut bien que jeunesse se passe, comme on dit. Et donc on nous fait rentrer dans cette façon de penser qui, pour nous, peut devenir un peu nauséeuse. Mais le texte est quand même plus subtil, puisqu'on va avoir effectivement ce milicien. On aura plus tard le point de vue de Joseph Karekesi, le fameux boucher de Murambi dont tu parlais, et qui lui nous offre le point de vue d'un intellectuel qui est tellement persuadé de son point de vue que ce qu'ils font est nécessaire que il enverra sa propre femme, qui est Tutsi, à la mort, avec leurs enfants. Mais on a quand même un autre point de vue qui va être celui de ce milicien qui au début ne veut pas participer au massacre, et c'est parce qu'on le menace, lui et sa famille, qu'il finit par prendre la machette et aller massacrer comme les autres. Mais ça montre quand même un point de vue ici plus subtil, c'est que lui n'éprouvait absolument aucun désir de tuer, c'est plus par protection de soi et de ses proches qu'il finit par se livrer à ces activités barbares. Alors, moi j'ai envie de te poser la question, c'est qu'avec le personnage de Cornelius, qui finit par apprendre, je crois que c'est à peu près au milieu de l'ouvrage, que son propre père, c'est le fameux boucher de Murambi, se pose la question, quelque part, de l'atavisme, n'est-ce pas? Puisque c'est lui qui est le fils de Joseph Karekesi, qui a ordonné la mort de 45 000 Tutsis. Et il est là, il arrive, ce personnage de Cornelius, au début, en toute innocence, face à ses amis, et il évoque d'ailleurs la possibilité de monter une pièce de théâtre sur le génocide. Alors on ne sait pas dans quelle mesure on peut prendre au sérieux ce projet, mais la question de l'atavisme, de la transmission, elle est posée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point. Oui, c'est sûr que la situation familiale des Karekesi et de Cornelius, c'est un reflet de la problématique sociétale que le génocide pose au Rwanda, et qui du coup ici s'incarne dans des relations de famille. Effectivement, comment le fils peut-il pardonner à son père d'avoir perpétré un crime fratricide, et fratricide au sens premier, puisque Joseph Karekesi, comme je l'ai dit, a envoyé sa propre femme à ce lycée de Murambi, tout en sachant qu'il allait ordonner sa mort, avec les enfants qui l'accompagnaient, des enfants dont on nous dit que jusqu'à présent il avait toujours montré beaucoup d'affection pour eux. Donc il y a quelque chose ici là aussi de barbare, au sens où c'est un personnage tellement omnubilé par des abstractions, par une certaine vision abstraite des choses, qu'il en perd son humanité en finalement sacrifiant sa progéniture à une idée. À une idée, oui. Une espèce d'idéal, aussi fou soit-il. Et du coup, effectivement, comment le fils peut-il pardonner, et puis comment peut-il accepter... Comment être le fils du boucher de Murambi? C'est ça. Quelle culpabilité les descendants vont-ils devoir supporter? Oui. Et alors évidemment, ce personnage au sujet duquel on a du mal à trouver des adjectifs, il a quand même reçu l'aide, et il faut le dire, l'aide de la France, dans le cadre de l'opération turquoise, puisqu'il y a une postface très intéressante dans cet ouvrage qui explique que la France avait fait les mauvais choix, en l'occurrence, et que au début de l'opération, ils ont soutenu le pouvoir en place, le pouvoir Hutu, et que tout cela, ça a eu quand même des répercussions assez importantes, puisque
Paul Kagame, à partir du moment où il est arrivé à la tête du gouvernement, a pris des décisions lourdes de conséquences pour la France et pour la langue française, puisque depuis 2010, le français n'est plus la langue de scolarisation au Rwanda. Alors, on va dire sans doute, la France n'a pas été la seule coupable, puisque si on regarde l'histoire de ce pays, a commencé par la colonisation par les Allemands, puis par les Belges, et l'intervention française, et la mollesse de la réaction au niveau international. Il y a tout un enchèvrement de responsabilité. Oui, alors ça aussi, le roman en fait écho, dans les points de vue qui sont évoqués, il y a aussi le point de vue d'un colonel français, donc le colonel Perrin, qui se trouve en discussion avec le boucher de Murambi, Joseph Karekezi, une discussion. Alors, le colonel n'est pas le grand ami de ce Joseph, mais en même temps, on voit qu'ils ont une sorte de complicité, qu'ils poursuivent des intérêts communs et qui font que les Français, d'une certaine manière, ont besoin de Joseph Karekezi pour réaliser leurs objectifs. Joseph Karekezi, lui, va profiter aussi du soutien que lui offrent les Français, notamment pour partir lorsque la situation ne sera plus tout à fait en sa faveur. Et donc, ce sont les Français qui vont permettre à un certain nombre de dignitaires du régime Hutu d'aller se réfugier au Zaïre et donc de fuir toute forme de sanctions ou de représailles à leur encontre. Donc tout cela évidemment évoque le débat qui existe sur la responsabilité de la France. Le livre va évoquer notamment une célèbre opération, l'opération Turquoise, qui a été assez décriée puisque sa mission normalement était d'éviter des massacres, mais au final l'impression a été plutôt que les Français soutenaient les forces Hutus et ont plutôt laissé des massacres se produire. Je crois que tu disais que certains... C'est évoqué dans la postface, oui. C'est tout à fait. Puis d'abord, c'est documenté. Je ne citerai qu'un nom, par exemple, Patrick de Saint-Exupéry. Et puis, il y a des publications qui témoignent de cela. Alors, pour faire vite, on pourrait dire qu'ici, on aurait cédé à la raison d'État et que cette raison d'État était en partie également liée à la question linguistique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est que les groupes du FPR avaient passé de longues années, entre autres en Ouganda, dans les pays anglophones, et que l'anglais aurait créé un déséquilibre au sein d'une Afrique francophone. Alors ça, c'est un point de vue, c'est un aspect qu'il convient de développer dans un autre cadre. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. À la semaine prochaine pour le 2e épisode sur cette œuvre.